Bienvenue les amis sur Chanel Décrypte. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais clarifier une chose. Dans ma précédente analyse, j'explorais une hypothèse, celle selon laquelle le départ d'Ousmane Sonko pourrait en réalité relever d'une stratégie politique coordonnée entre les deux hommes. L'idée était simple. Et si Diomaye n'avait en réalité pas limogé Sonko, mais l'avait au contraire libéré pour préparer son avenir politique? Je n'abandonne pas cette hypothèse et je ne la confirme pas non plus. Parce que notre rôle ici n'est pas de défendre une thèse à tout prix. Non, notre rôle est d'explorer toutes les possibilités. Et aujourd'hui, je vous propose un autre exercice intellectuel. Acceptons le temps de cette vidéo, les amis, la version qui nous est présentée. Acceptons que le limogeage soit réel. Acceptons que la rupture soit réelle. Acceptons qu'il n'y ait aucune stratégie cachée. Acceptons que Diomaye ait véritablement décidé d'écarter Ousmane Sonko. Et posons alors une question fondamentale. Si cette rupture est réelle, qui sort réellement gagnant de cette histoire? Parce que plus j'analyse, moi en tout cas froidement, les conséquences politiques de ce limogeage, plus un paradoxe apparaît. Si les faits sont bien ceux qu'on nous présente, alors celui qui semble avoir le plus à gagner pourrait être Ousmane Sonko. Et celui qui pourrait avoir créé un problème politique majeur pour lui-même, les amis, pourrait être Diomaye. Donc, bienvenue sur Chanel Décrypte. Les amis, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'un président limoge son premier ministre, le rapport de force est simple. Le président gagne, le premier ministre perd. Le président affirme son autorité, le premier ministre est affaibli. Mais est-ce que vraiment c'est ce qui se passe ici? Parce que nous ne parlons pas d'un premier ministre ordinaire, les amis. Non, non. Nous parlons probablement de la personnalité politique la plus populaire du Sénégal. Nous parlons d'un homme qui dispose d'une base militante extrêmement solide. D'un homme qui conserve une forte capacité de mobilisation. D'un homme qui, même en dehors du pouvoir, continue de peser lourd dans l'opinion. Et c'est là que le paradoxe commence. Car en limogeant Ousmane Sonko, Diomaye lui retire certes une fonction, mais il lui retire également quelque chose d'autre, le poids du pouvoir. Et politiquement, cela pourrait tout changer. Pour comprendre cela, il faut d'abord revenir sur un principe fondamental de la politique, les amis. Un principe souvent méconnu, mais qui explique une grande partie des rapports de force dans les démocraties. Et vous allez voir qu'il nous sera très utile pour comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui au Sénégal. Il existe une règle politique presque universelle. Le pouvoir use. Mais celui qui s'use plus vite n'est pas toujours le président. Très souvent, c'est le premier ministre. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, le premier ministre est ce qu'on appelle le fusible politique du président. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Le premier ministre est au front. Il porte les réformes difficiles, il répond aux critiques, il gère les frustrations, il assume les arbitrages économiques, il absorbe la colère sociale. Autrement dit, le président décide, le premier ministre encaisse. Quand une réforme se passe mal, c'est le premier ministre qui va à la télé. Quand l'économie ralentit, c'est lui qu'on convoque à l'Assemblée. Quand une crise sociale éclate, c'est lui qu'on attend au tournant. Le président, lui, reste au-dessus de la mêlée. Cette mécanique a un effet précis sur le long terme, les amis. À force de porter les difficultés, le premier ministre s'use politiquement. Sa popularité s'érode, son capital sympathie diminue. Cette mécanique, c'est inévitable et tous les premiers ministres du monde passent par là. Or, si Ousmane Sonko était resté Premier ministre jusqu'en 2029, il aurait porté toutes les difficultés du quotidien, les contraintes budgétaires, les promesses difficiles à réaliser, les réformes impopulaires, les tensions sociales et avec le temps, tout cela aurait pu lui coûter sa popularité. Aujourd'hui, ce risque disparaît largement. Sonko n'est plus directement exposé à l'usure gouvernementale et cela constitue déjà un avantage politique considérable car à partir du moment où Sonko n'est plus au gouvernement, quelque chose change dans la perception populaire. Si demain une réforme est mal reçue,
Si demain l'économie ralentit, si demain une crise éclate, qui sera tenu pour responsable? Le président et personne d'autre. Une partie de l'opinion pourra naturellement dire « Les problèmes ont commencé depuis le départ de Sonko. C'est depuis qu'il a été écarté que les choses se sont compliquées. » Que ces affirmations soient justes ou non, ce n'est pas la question. La politique fonctionne aussi sur des perceptions. Et lorsqu'une perception s'installe longtemps, elle devient une force politique. C'est probablement l'aspect le plus sous-estimé de toute cette affaire. En politique, ce qui compte n'est pas souvent et seulement ce qui est vrai. C'est aussi ce que les gens perçoivent comme étant vrai. On appelle ça la victimisation politique. Je vous explique. C'est un mécanisme bien documenté par les politologues. Quand un homme politique est perçu comme une victime, quelque chose se produit dans l'opinion populaire. Des gens qui ne le soutenaient pas développent une forme de sympathie. Des gens qui le critiquaient avant commencent à le défendre. Pourquoi? Parce que les sociétés humaines réagissent à des valeurs profondes. La loyauté, la reconnaissance, la fidélité, la gratitude. Quand ces valeurs semblent bafouées, même des observateurs neutres réagissent émotionnellement. À l'heure où je tourne cette vidéo, les amis, Sonko n'a pas officiellement annoncé sa candidature pour 2029. Il faut donc être très rigoureux. Mais regardons les effets politiques potentiels de ce qui s'est passé. Premier effet possible, sa base militante se resserre autour de lui. Quand un leader est perçu comme attaqué, ses partisans se rapprochent. C'est un effet réflexe collectif. Et plus la base se resserre, plus elle devient mobilisable. Deuxième effet possible, des personnes qui ne s'intéressaient pas particulièrement à la politique commencent à suivre cette affaire. Non pas parce qu'elles adhèrent à un programme, parce qu'elles réagissent à ce qu'elles considèrent comme une injustice. Une partie de ces personnes ne deviendra peut-être jamais militante, mais le jour du vote, leur sympathie aura un poids. Vous comprenez ce que je veux dire? Troisième effet, certaines personnes qui n'apprécient pas Sonko peuvent néanmoins commencer à développer une forme de respect à son égard parce qu'elles reconnaissent une certaine dignité dans la manière dont il vit cette éviction. Le silence d'ailleurs que j'évoquais dans la précédente vidéo peut être vu comme une forme de tenue. Et la tenue en politique, ça peut convaincre quand on prend en plus en compte le fait que pour beaucoup, Diomaye doit ce qu'il est à Sonko. En Afrique, ce genre d'attitude de déloyauté paye cash. Autrement dit, cette affaire pourrait permettre à Sonko de toucher des catégories d'électeurs qui ne lui étaient pas naturellement favorables. Et c'est précisément ce qu'une campagne présidentielle cherche à faire. Élargir sa base, gagner de nouveaux soutiens, créer de nouvelles sympathies. Le paradoxe est donc frappant. Sans même avoir officiellement lancé une campagne, cette séquence politique peut déjà produire certains effets qu'une campagne électorale chercherait normalement à obtenir. Mais il y a encore un autre aspect dont peu parle. Et celui-là, c'est probablement, en tout cas à mon sens, le plus important. Quand on parle de pouvoir au Sénégal, tout le monde pense à la présidence. C'est normal. Le président de la République est le chef de l'État. Il nomme, il révoque, il dirige l'exécutif. Mais le pouvoir en démocratie, les amis, ne se résume pas à la présidence. Non, non. Il y a un autre centre de pouvoir qui pèse beaucoup plus et dont on parle peu dans cette affaire. C'est l'Assemblée nationale. Prenons 30 secondes pour comprendre exactement à quoi sert l'Assemblée nationale, les amis. Premier rôle, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Aucune réforme ne peut entrer en application sans son aval. Si le gouvernement veut changer le code du travail, par exemple, la fiscalité, la santé, l'éducation, il doit faire voter une loi par l'Assemblée. Deuxième rôle, c'est l'Assemblée qui vote le budget. Chaque année, l'État doit obtenir l'autorisation de l'Assemblée pour dépenser. Sans budget voté, l'État ne peut littéralement pas fonctionner. Troisième rôle, c'est l'Assemblée qui contrôle le gouvernement, l'action du gouvernement. Elle peut auditionner les ministres, créer des commissions d'enquête, demander des comptes. Et il existe un outil institutionnel qu'il faut connaître, les amis, la motion de censure.
La motion de censure, c'est un mécanisme qui permet à l'Assemblée nationale, au Parlement, de renverser un gouvernement. Concrètement, si une majorité de députés vote une motion de censure, le Premier ministre et son gouvernement doivent démissionner. Soyons précis pour éviter toute confusion. Une motion de censure ne renverse pas directement le président de la République, non. Le président reste à sa place, mais le gouvernement tombe. Et quand un gouvernement tombe, c'est toute l'action de l'exécutif qui se retrouve perturbée. On l'a vu récemment en France. Maintenant, appliquons tout ça à notre situation. Le parti PASTEF dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Depuis les législatives de 2024, cette majorité, historiquement, a été construite autour de la personne d'Ousmane Sonko, autour de sa figure. Ousmane Sonko, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, a une influence déterminante sur cette majorité. Nous ne sommes plus face à un homme politique sans pouvoir. Nous sommes face à un acteur institutionnel majeur. Et ses outils sont nombreux. Il peut faire voter ou bloquer les lois. Il peut modifier les budgets soumis par le gouvernement. Il peut ralentir les réformes. Il peut multiplier les commissions d'enquête. Il peut également, les amis, créer des rapports de force permanents. Tout cela grâce à la majorité dont il dispose à l'Assemblée. Au-delà de cela, il dispose théoriquement de la possibilité de faire tomber un gouvernement. Donc, autrement dit, dans une logique de confrontation politique, un parlement hostile peut devenir un véritable centre de résistance, un contre-pouvoir d'une certaine manière, avec de gros guillemets bien sûr. Et c'est ici que le paradoxe atteint son sommet. Lorsque Sonko était Premier ministre, Diomaye avait le pouvoir de mettre fin à ses fonctions. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait le 22 mai. Aujourd'hui, si la rupture est réelle, si ce qu'on nous présente est la réalité, c'est Ousmane Sonko qui se retrouve dans une position où il dispose potentiellement d'une influence institutionnelle considérable. Une influence qui peut peser sur le rythme de l'action gouvernementale. Une influence qui peut structurer le débat national. Une influence qui peut devenir extrêmement difficile à contenir. Le rapport de force ne s'est pas simplement déplacé. Non, non, il s'est peut-être renversé. Maintenant, les amis, je veux qu'on se pose une question. Une question, moi, en tout cas, qui me dérange depuis le début de ma réflexion. Comment Diomaye a-t-il pu prendre une telle décision sans voir toutes les conséquences? Parce que, les amis, on ne parle pas d'un militant isolé. On ne parle pas d'un responsable politique de second rang. On parle du président de la République. Le sommet de l'État. Un homme entouré de conseillers, de stratèges, de communicants, de juristes, de spécialistes dont le travail consiste chaque seconde précisément à anticiper les risques politiques avant chaque décision majeure. Alors, comment imaginer que personne autour de lui, sinon lui-même, n'ait vu le risque de renforcer la popularité de Sonko, le risque de le transformer en victime politique, le risque d'élargir sa base électorale, le risque de lui donner une nouvelle liberté politique, le risque de répéter le scénario Wade Macky. Parce que si nous, simples observateurs, pouvons identifier toutes ces conséquences possibles, il paraît difficile de croire qu'elle n'ait pas été envisagée au sommet de l'État. Et c'est précisément cela qui rend cette affaire si étrange. De cette question découlent deux hypothèses. Et aucune des deux n'est rassurante pour le récit officiel. Première hypothèse, les amis. Diomaye et ses conseillers ont vu tous ces risques. Ils les ont mesurés. Et ils ont quand même pris la décision. Dans ce cas, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi prendre une décision susceptible de renforcer politiquement celui que l'on écarte? Pourquoi prendre une décision susceptible de transformer un ancien Premier ministre très populaire en figure potentiellement plus puissante encore? Deuxième hypothèse, Diomaye et ses conseillers n'ont pas vu ces risques. Dans ce cas, c'est une faute politique majeure, ce qui est impossible. Une faute d'amateurisme stratégique difficilement compatible avec la conduite des affaires de l'État. Ce que je me refuse d'ailleurs de croire, je le répète. In fine donc, soit le calcul, soit l'erreur, mais dans les deux cas, on n'est pas dans une décision banale. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de toute cette histoire. Soit il nous manque
une partie importante du récit, soit les conséquences réelles de cette décision ne sont pas encore révélées. Les amis, je veux être très clair et on termine sur cette note. Je ne suis pas en train de dire que Sonko a nécessairement gagné. Je ne suis pas en train de dire que Diomaye a nécessairement commis une faute. Je ne suis pas dans le secret des deux hommes. Je ne sais pas ce qu'ils savent. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Ce que je dis, c'est que si on accepte la version officielle, si on accepte que la rupture est réelle, alors plusieurs questions demeurent ouvertes. Pourquoi prendre une décision qui peut renforcer son adversaire? Pourquoi reproduire un scénario historique qui a déjà coûté son pouvoir à un président précédent? Pourquoi prendre le risque de déplacer le centre de pouvoir vers l'Assemblée? Et surtout, comment une décision qui semble créer autant d'opportunités politiques pour Sonko peut-elle être interprétée comme une victoire politique pour Diomaye? Plus j'analyse cette affaire, plus une impression demeure. Vraiment, les amis, je me répète, soit il nous manque une partie importante de l'histoire, soit les conséquences réelles de cette décision ne sont pas encore révélées. Et c'est là que cette nouvelle analyse rejoint la précédente. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je proposais l'hypothèse selon laquelle la rupture était peut-être concertée, préméditée depuis le départ. La vidéo est disponible sur la chaîne. Jetez-y un coup d'œil et revenez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, les amis, je réfléchis simplement à voix haute. Peut-être que la vérité est ce qu'on nous présente. Peut-être qu'en fait, on est très loin de la réalité. Si vous aussi, vous vous posez des questions. Si vous avez d'autres analyses de la situation, partagez-les en commentaire afin qu'on échange et qu'on avance dans la réflexion. Dieu bénisse le continent africain. Bye bye.